Histoire Géo au tableau te parle aujourd'hui du Sahara, ressources, conflits. C'est le titre d'une étude de cas qui s'inscrit dans le grand chapitre sur l'Afrique, les défis du développement. Voilà, et vous notez que cette étude de cas sur le Sahara peut donner lieu à elle seule à une composition. Voilà, alors on va commencer avec cette image satellite pour nous situer un petit peu dans cet immense espace du Sahara. Donc vous pouvez tout de suite noter qu'il fait autour de 8 millions de kilomètres carrés, voilà, qui s'étire donc depuis les côtes atlantiques, ici Mauritanie, Maroc, jusqu'à la mer Rouge, et qui est encadré au nord par la Méditerranée. On parle parfois du versant méditerranéen du Sahara, mais il y a des plaines littorales, des montagnes ici, dans cette région qu'on appelle parfois le Maghreb, voilà, qui inclut Maroc, Algérie, Tunisie, de la même manière qu'on nomme parfois par Mashrek les pays qui sont plus à l'est, la Libye et l'Égypte. Quant à la partie sud, eh bien, il y a progressivement un passage de cette zone saharienne à l'Afrique subsaharienne, précisément, l'Afrique équatoriale, à travers cette grande bande de dégradation progressive que l'on appelle le Sahel, avec un H. Voilà. Et à l'évidence, quand on voit une image satellite telle que celle-ci, on imagine le Sahara sans doute comme un immense espace désert, bien sûr, et vide. C'est ce qu'on retient dans notre imaginaire aussi souvent. Eh bien, pas du tout, surtout pas aujourd'hui. Le Sahara aujourd'hui, c'est 10 États, c'est 12 millions d'habitants. Voilà un autre chiffre que vous pouvez noter. 12 millions d'habitants. Et puis, c'est une vingtaine de villes de plus de 100 000 habitants qui sont réparties sur cet espace. Voilà. Alors, la question qu'on va se poser dans ce chapitre, c'est se demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le Sahara est devenu un enjeu de la mondialisation. Enjeu de la mondialisation. Voilà, donc la grande question à laquelle on va essayer de répondre. Et pour ce faire, on va articuler le développement en trois parties. Le plan va d'abord, dans une première partie, montrer que ce territoire est exploité, malgré de nombreuses contraintes. On verra ensuite, dans une seconde partie, que ce territoire est également parcouru par de nombreux flux. Et puis, dans la troisième partie, en résonance avec les conflits évoqués dans le titre, on verra que ce territoire est également convoité. Voilà. Donc la première partie, dont on va noter le titre, allez on avance un petit peu, donc je disais, à propos donc, du Grand 1, vous notez un territoire contraignant mais exploité. Précisons bien quand même l'aspect contrainte, donc territoire contraignant et exploité. Alors contraignant, dans un Grand 1, on va tout de suite évoquer, à propos de ce désert, d'un milieu aride, bien évidemment, c'est ce qui vient en tête tout de suite lorsqu'on parle du Sahara. On estime que l'aridité commence autour de 300 mm d'eau par an environ. Et bien, une grande partie du Sahara reçoit des précipitations qui sont inférieures à 100 mm d'eau par an, ce qui en fait une des régions les plus arides du monde. Les limites sont variables, en particulier au sud, selon les années. Il y a des pluies plus ou moins importantes, mais enfin, dans tous les cas, à l'évidence, cette aridité, ce manque d'eau est une contrainte majeure et la grande contrainte du Sahara. Ça se retrouve dans les paysages. Alors vous avez peut-être en tête là aussi notre imaginaire des dunes de sable à l'infini qu'on appelle les Barkhanes. C'est vrai que ce sont des paysages du Sahara, mais qui ne constituent qu'à peine le quart de l'ensemble du désert du Sahara. Le reste, pour l'essentiel, est constitué de grands plateaux. En voici une illustration. Un grand plateau qu'on appelle au Sahara un erg et qui peut s'étendre sur des centaines de kilomètres. Il y a également, on en aperçoit d'ailleurs un petit peu sur cette image au fond, de très nombreuses zones montagneuses. Voilà, alors milieu aride qui fait que très peu occupé par l'homme, il y avait de grandes caravanes qui le parcouraient du nord au sud au Moyen-Âge, et puis avec le développement du commerce maritime et la décolonisation, il y a eu un grand désintérêt pour cet espace qui restait pour l'essentiel inexploité et parcouru seulement par quelques populations nomades. Et le renouveau du Sahara date de la fin des années 1950. 1956, c'est le forage en Algérie du premier puits de pétrole.
et ça explique ce qu'on appelle parfois le renouveau du Sahara à partir de cette date, hein. Et effectivement, ça va nous permettre d'aborder immédiatement, nous, dans le petit b, hein, un des aspects essentiels, à savoir qu'il y a au Sahara de très nombreuses ressources, et en particulier des ressources stratégiques qui comptent à l'échelle mondiale. Alors, la première ressource qui est présente au Sahara, c'est la ressource en eau, hein. Aussi surprenant que cela puisse paraître, hein, on vient d'évoquer l'aridité, eh bien il y a pour autant beaucoup d'eau, mais c'est de l'eau qui est contenue dans le sous-sol, hein, dans de grandes nappes aquifères. On va tout de suite projeter une carte de ces ressources stratégiques du Sahara. Oui, sur cette carte, toutes les zones qui apparaissent en grisé là, correspondent à d'immenses aquifères, hein, aquifères, donc ces réserves d'eau qui pour l'essentiel donc sont fossiles, c'est-à-dire qu'elles ne se renouvellent pas, hein. C'est de l'eau qui a été stockée lors de périodes un peu plus pluvieuses. Et on voit d'ailleurs sur cette carte, hein, que dans certains endroits, en Libye en particulier, vous voyez tous ces petits traits bleus qui correspondent à des transferts d'eau, hein, depuis ces grands aquifères ici vers la côte, un petit peu en Algérie également, vers Tamanrasset. Voilà, donc ça a donné lieu à une exploitation aussi importante, hein. Bien. Alors au-delà de l'eau, ce qui fait, hein, les ressources stratégiques de cette région, bah, ce sont les hydrocarbures, hein, le pétrole et le gaz, qui sont présents dans de très nombreux pays. Les principaux pays producteurs d'hydrocarbures sont, et vous les voyez ici sur la carte, hein, ce sont toutes les taches rouges, hein, qui apparaissent, hein. Donc c'est l'Algérie, c'est la Libye, hein, qui détiennent l'essentiel des champs pétrolifères et de gaz. Il y a donc également d'autres ressources stratégiques, hein, et importantes, comme par exemple l'uranium, hein, l'uranium qui est le combustible utilisé dans les centrales nucléaires. Et il y a des réserves considérables d'uranium au Niger, hein, vous le voyez ici, euh, autour d'Arlit en particulier, le U, ici. Et puis on peut citer également des réserves de fer en Mauritanie en particulier, hein, où il y a le plus grand gisement de fer du monde, des réserves de phosphate au Maroc. Voilà, donc autant de ressources naturelles contenues dans le sous-sol et qui font que cette région du monde intéresse beaucoup d'acteurs mondiaux, hein. C'est la raison pour laquelle on parle de ressources stratégiques, et on peut dire que tous les États sahariens sont en situation de monodépendance par rapport à cette activité d'extraction. Il y a très peu d'activités productives. Voilà, donc c'est un élément qu'il faudra bien garder en tête, hein, dans la suite, parce que ça conditionne une grande partie que l'intérêt du monde porte à cette région saharienne. Dans un troisième point, pour terminer sur l'exploitation de ce territoire, bah, on va évoquer la population, hein. On disait tout à l'heure 12 millions d'habitants. Alors c'est sûr que c'est peu peuplé, hein, ce sera le titre du petit c. C'est une région donc peu peuplée, mais néanmoins où la démographie est dynamique, hein. Donc peu peuplée mais dynamique dans le grand C. Alors dans tous les pays sahariens, la part de la population qui vit dans le désert est minoritaire. Vous pouvez voir sur ce petit schéma, hein, que par rapport à la population totale des États sahariens, avec la population qui vit dans le Sahara ne représente que 5% de la totalité. De la même manière, puisqu'on a ce schéma sous les yeux, hein, vous pouvez juger également que le Sahara n'occupe jamais la totalité du territoire des États qu'il compose, hein, et qu'en moyenne, le pourcentage du territoire total occupé par le Sahara sur l'ensemble des États est de 64%. Voilà, alors on a dit une très très forte croissance de la population qui est liée à des taux de fécondité qui restent élevés dans les pays du Sud-Sahara et à l'augmentation de l'espérance de vie dans les pays du nord du Sahara. Un chiffre, la population de moins de 15 ans, hein, vous pouvez noter que donc, cette population de moins de 15 ans, elle représente 40% de la population totale des pays du sud, hein, du Sahara. On est à peu près autour de 30% dans les pays du Nord, ce qui est aussi un chiffre important, hein. Et ça laisse imaginer de tous les enjeux démographiques, sociaux, économiques que représente cette très très forte population de jeunes, hein, par rapport à l'éducation, au travail. Enfin, ça pose des problèmes très importants sur le plan du développement.
Bien, alors ce territoire qu'on a rapidement évoqué à travers ces quelques éléments, nous allons voir maintenant dans le grand 2 qu'il s'agit d'un territoire, alors que l'on va qualifier dans le titre de territoire donc fractionné, hein, territoire fragmenté, pardon, ce sera plus exact, fragmenté entre plusieurs pays, fragmenté, mais néanmoins parcouru, comme on l'annonçait dans l'introduction, parcouru par de très nombreux flux. Donc, d'abord, dans un premier point, bien sûr, on parle ici d'un désert, le Sahara, mais l'on va voir que ce désert est aujourd'hui partagé entre 10 États souverains. Et ça pose des problèmes particuliers, puisque ce désert a été sous domination essentiellement française pendant la période coloniale, donc une seule autorité, puis il a été fragmenté au moment de la décolonisation. Un tout petit schéma pour commencer qui va nous permettre de répertorier, et puis il faudra les connaître, les 10 pays sahariens. Alors, d'ouest en est et du nord au sud, donc on trouve tout d'abord le Maroc, on peut le refaire sur ce petit schéma, ensuite l'Algérie, puis la Tunisie, suivent la Libye et enfin l'Égypte. Donc là voilà, pour ces trois pays du Maghreb et du Machrek qui occupent la partie nord du Sahara. Dans la partie sud, d'ouest en est toujours, on trouve donc la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et enfin le Soudan. Voilà. Alors, on parle parfois de pays donc sahariens du Nord, on le disait, de pays sahariens du Sud, ou sahariens méditerranéens pour ceux du Nord, sahariens sahéliens pour ceux du Sud. On le citait tout à l'heure. Bon, et puis évidemment, ce n'est qu'un schéma. Ces pays sont fort divers, ne serait-ce que par la superficie. L'Algérie, par exemple, qui est le plus grand pays d'Afrique, est 12 fois plus grande que son petit voisin tunisien. Mais au moins, à travers ce schéma, vous aurez une idée un petit peu plus précise de tous ces pays qui composent le Sahara. Alors, ce sont des États qui sont très très différents. Le graphique qui vient de s'afficher représente le PIB des pays sahariens. Vous voyez comment le PIB des pays du Nord écrase celui des 5 pays qu'on citait à l'instant du Sud. Donc il y a une très très grosse différence nord-sud de richesse. C'est une chose aussi qu'il faudra garder, des écarts économiques importants. Alors, donc cet espace est parcouru, on le disait, dans le grand B, on va voir parcouru par des villes, enfin parcouru, pardon, grâce à des villes et parcouru par de nombreuses routes. Évidemment, le désert n'est pas en train de se couvrir de villes au Sahara, mais les villes qui existent sont de plus en plus grandes et la population du Sahara vit de plus en plus en ville. Donc je vais vous afficher une petite carte des principales villes du Sahara pour l'étudier d'un petit peu plus près. Voilà cette carte. Alors on voit bien sûr, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, que les plus grandes villes présentes sur cette carte ne sont pas dans le Sahara, que ce soit le Caire ou Alger au nord, elles ne sont pas considérées comme appartenant à cet espace saharien, et ça renvoie à l'idée que l'essentiel des populations des pays sahariens n'habitent pas dans le Sahara. Donc c'est vrai qu'à cette échelle, on a l'impression d'un espace vide, mais vous voyez néanmoins qu'il y a des villes importantes. Alors deux grandes villes quand même, Khartoum ici au Soudan, dans la partie orientale, et puis Nouakchott qui est la capitale de la Mauritanie sur la côte atlantique. Et puis entre les deux, de très très nombreuses villes disséminées tout au long de cet espace qui font entre 100 et 200 000 habitants. Alors beaucoup de ces villes sont initialement nées de ce qu'on appelle une oasis, une petite implantation humaine qui est souvent liée à la présence d'eau, de forage, de puits, et elles ont profité de grands programmes d'urbanisation et de développement des voies de communication après les indépendances. En fait, ça correspond à un moment où on a découvert ces immenses ressources du sous-sol, aux besoins des États de contrôler les échanges et puis de gérer au mieux et d'exploiter toutes ces ressources. Et de la même manière, on l'aperçoit également sur cette carte, le Sahara est traversé par de très nombreuses routes, on en appelle certaines d'ailleurs des routes transsahariennes, qui renvoient également à cette volonté de la part de l'État de le contrôler. Il y a même quelques rares voies de chemin de fer, des aéroports qui ont été construits.
Donc c'est devenu un espace de circulation à part entière. Et de fait, puisque ces axes de communication existent, eh bien, ils permettent, ce sera l'objet de la troisième, la troisième sous-partie de ce grand 2, hein, le petit c, ils permettent des flux de circulation. Et on va même qualifier ces flux de circulation à l'échelle de l'ensemble du Sahara de croissants. Voilà. Donc des flux de circulation croissants. Les échanges ont essentiellement été réactivés depuis les années 1990. Ils ont profité des différences de richesse et de réglementation entre les États du Maghreb et les États du Sahel. Donc on voit circuler depuis le nord vers le sud des produits de consommation courante, des carburants, et puis du sud vers le nord, du bétail, des produits agricoles, des produits de contrebande, avec de nombreux acteurs hein, de toutes origines. Mais évidemment, les flux de circulation à l'échelle de cet espace saharien ne se limitent pas à ces produits. Hein. Ce sur quoi il faut beaucoup insister, c'est les mouvements de population. Hein. Malgré les frontières, ces mouvements sont très importants. Il s'agit pour l'essentiel du transit des migrants subsahariens à destination de l'Europe, hein, et on voit sur cette carte qui s'étire jusqu'en Afrique subsaharienne, hein, qu'il y a des flux très importants de tous les pays du golfe de Guinée, ici par exemple, alors qui visent pour l'essentiel l'Europe et qui donc forcément vont traverser le Sahara. Hein. Alors les routes de ces flux de migrants sont par définition très mouvantes. Hein. Elles évoluent au gré des réglementations, elles évoluent également au gré de la surveillance hein, par l'Europe de ses frontières. Hein. Un temps, il y avait un transit très important par les îles Canaries, par voie maritime depuis la côte de la Mauritanie par exemple, vers les enclaves de Ceuta et Melilla, ici au nord du Maroc. Aujourd'hui, beaucoup de ces flux transitent par la Libye, hein, on le voit d'ailleurs sur cette carte, donc la traversée du désert jusqu'en Libye. Certains migrants ont l'ambition d'ailleurs de travailler, hein, de s'arrêter en Libye, tandis que d'autres envisagent la traversée de la Méditerranée sur Malte ou le sud de l'Italie, l'île de Lampedusa, dont vous avez sans doute entendu parler. Euh, donc tout ça transite par le Sahara et ça crée des flux de personnes qui sont très très importants. Hein, et malgré les frontières, je répète, hein, ces flux sont loin de se tarir. Bien, alors le grand 3 nous permet de montrer maintenant que ce territoire saharien est donc un territoire convoité, marqué par de nombreuses tensions et par des conflits. On notera dans la première partie que les conflits les plus importants sont des conflits internes aux différents États. Donc des conflits internes. Ce sont des conflits, par exemple, de nomades contre l'État. Cette illustration évoque par exemple le combat des populations touareg. Vous voyez, des populations, vous apercevez peut-être sur cette carte la limite de peuplement des Touaregs qui est à cheval sur l'Algérie, la Libye, le Niger, le Mali. Et donc ils sont entrés en rébellion contre les États centrales en lien avec ces frontières hein, qui entravent leur mouvement. Et puis ils ont combattu et continuent à combattre aussi certaines firmes transnationales hein, qui souhaitent exploiter les réserves, par exemple, d'uranium du Niger. Mais il y a d'autres conflits hein, dans cette zone du Sahara, indépendamment de la lutte des Touaregs. On peut citer par exemple le combat des Sahraouis, donc des Sahraouis, qui concerne donc le Sahara occidental qui a été annexé par le Maroc une fois le colonisateur espagnol parti. On peut évoquer également les populations du nord contre les populations du sud dans un pays comme le Tchad, où donc ces affrontements se transforment aussi en guerre civile comme au Soudan, hein, le Soudan qui s'est séparé il y a quelques années entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Enfin voilà, hein, quelques exemples pour montrer que le Sahara est marqué par ces très très nombreux conflits internes, mais on va voir donc maintenant dans une deuxième sous-partie que ces conflits internes se doublent bien souvent d'interventions étrangères. Hein. Des acteurs étrangers sont très présents dans cette région du Sahara en raison justement de sa place stratégique. Hein. Alors il y a des interventions extérieures dans le domaine économique, hein, les firmes transnationales, hein, on pourrait citer, on a parlé à plusieurs reprises de l'uranium,
au Niger, mais on peut citer l'entreprise française Areva, hein, qui est spécialisée dans la production nucléaire et qui est présente. La Chine également, qui est de plus en plus présente, hein, sur place, intéressée elle aussi par les immenses ressources naturelles du sous-sol du Sahara. Et puis il y a aussi des conflits locaux, hein, qui débouchent parfois sur des interventions étrangères. Ça a été le cas lors de l'intervention en Libye d'une coalition, hein, en 2011, d'une coalition occidentale. C'est le cas par l'intervention au Mali en 2013 de la France. Bref, le contexte géopolitique trouble de cette région, hein, qui a encore été renforcé après les printemps arabes en 2011, a favorisé des tensions et en particulier l'essor des mouvements terroristes, hein, dont il faut absolument parler lorsqu'on évoque cette, ce point sur le Sahara, hein, les mouvements terroristes qui sont très présents. On peut citer le groupe AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et puis également hein, le groupe djihadiste Daesh, hein, qui est présent aujourd'hui en Libye. Et la présence de ces groupes terroristes, hein, c'est ce qu'on verra dans le Grand C, entraîne au sein de cet espace saharien de très nombreux flux illicites. Hein, donc c'est une activité qui s'est greffée sur le terrorisme, hein, avec trafic de drogue. C'est également, ce Sahara, une zone de transit pour la cocaïne qui arrive d'Amérique du Sud, de très nombreux trafics d'armes, bien évidemment, dans le cadre de cette lutte terroriste, de cigarettes, de contrebandes diverses. On peut citer également les mafias et les passeurs pour le trafic des migrants. Bref, il y a aujourd'hui encore, hein, dans ce Sahara de très nombreuses zones grises, hein, comme on les appelle parfois. Ces zones grises, en tout cas un territoire, hein, qui souffre d'une insécurité très importante. Alors, que dire en conclusion à cette étude sur le Sahara? Eh bien, d'abord, hein, on l'a expliqué que ce territoire a connu des mutations énormes depuis une cinquantaine d'années, hein, quantité de domaines, que le Sahara est également victime, on peut dire le mot, de phénomènes globaux, hein, à travers en particulier, hein, les hydrocarbures et puis la géopolitique. En clair, le Sahara est devenu le cadre d'enjeux qui le dépassent, hein, largement, et c'est vrai aujourd'hui avec le terrorisme sur le plan géopolitique. C'est également un espace de convoitise, hein, on l'a dit, les matières premières et puis de nombreux projets stratégiques, hein, autour de l'éoduc ou de production d'électricité d'origine solaire. Bref, aujourd'hui, le Sahara n'est plus un monde à part et il est pris dans les exigences de la mondialisation.